Bonjour à toutes et à tous. Le titre un peu trop long et compliqué de cette communication cache en réalité une ambition tout à fait simple, le désir de réfléchir à la façon dont l'architecture pouvait être perçue au XIXe siècle par le large public, celui très populaire et nombreux du salon, qui est au XIXe siècle l'héritier de l'exposition des membres de l'Académie royale créée par Colbert. Le tableau de Billard, présenté ici, vous montre avec beaucoup de vie et d'humour la foule nombreuse qui se presse au salon de 1847. Le salon d'architecture est un sujet dont l'importance historique est indiscutable pour celui qui veut réfléchir à la question de la culture architecturale, le principal sujet de cette journée d'études. Pour moi, qui suis conservateur en charge d'une collection de dessins d'architecture, ce sujet présente de plus un intérêt professionnel et contemporain particulier, puisqu'une très grande part de notre collection de nos dessins ont autrefois été exposés au salon ou aux expositions universelles. À la fois pour restreindre le sujet, mais aussi pour avoir une réflexion qui fasse plus précisément écho à notre programme européen, j'ai choisi de limiter aujourd'hui mon enquête à la question de l'architecture antique. Étudier à travers l'exemple du salon la façon dont le grand public a pu au XIXe siècle se faire une idée de l'architecture antique est donc aussi une façon de s'interroger sur la manière dont s'articulent dans la société du Paris du XIXe siècle le présent et le passé, à une époque où le développement des sciences archéologiques, l'émergence de la notion de monument historique, l'idée que le passé est quelque chose de moderne, a dépassé le cercle restreint des spécialistes pour pénétrer l'ensemble des couches aisées de la société. Je vous donnerai deux exemples pour illustrer cette popularité de l'Antiquité. Le succès de librairies fabuleux que fut l'ouvrage de Fustel de Coulanges, La Cité antique, publié en 1864 et qui était dès avant 1870 un prix d'excellence dans les lycées. Mon deuxième exemple, ce sont les fêtes romaines, créées en 1869 dans le théâtre d'Orange, alors en cours de restauration depuis le début du XIXe siècle. Fêtes romaines qui fut à la fois le premier festival français et la première réhabilitation du principe antique des spectacles en plein air. Il convient, dans un premier temps, de retracer brièvement et grossièrement l'histoire de l'architecture au salon, ce que permet aisément de faire la base consacrée au salon réalisée par le Musée d'Orsay et l'Institut national d'histoire de l'art, qui documente de façon exhaustive les salons parisiens depuis leur création jusqu'en 1873. Elle a été mise en ligne l'an dernier. J'en profite pour faire la publicité de ce merveilleux outil. C'est dans les années 1750 qu'apparaît l'architecture au salon. Le peintre d'histoire Charles Michel-Ange Chasles, élève de François Lemoine et de François Boucher, membre de l'Académie, appelé à en devenir le professeur de perspective, expose le premier au salon de 1753, je cite, « des idées d'architecture faites sur les descriptions et les anciens vestiges des monuments publiés de la Grèce et de Rome. » Puis, en 1755, je cite à nouveau, plusieurs dessins d'architecture à l'imitation des monuments publics en usage chez les Grecs et les Romains. Il est possible d'avoir une idée de ce que Chasles a exposé en considérant quelques-uns de ses dessins conservés dans les collections publiques, comme ce caprice inspiré de la Rome antique du musée du Louvre. Il s'agit probablement de dessins que ce dernier a réalisés lors de son séjour à Rome dans les années 1840, sous l'influence de Piranèse. Chasles est du reste le seul des Pyrénésiens français à avoir exposé au salon, avec Louis-François Petit-Radel, qui exposa plus tardivement, à partir de 1800, et peu de vues imaginaires. Il n'est pas étonnant, en fin de compte, que l'architecture ait mis si longtemps à pénétrer au salon, qui, je vous le rappelle, avait ouvert en 1673. Exposer au salon était pour les architectes, en quelque sorte, une ambition paradoxale, sinon inutile, puisque la réalité architecturale est par essence hors du salon, dans la ville. Du reste, l'entrée de l'architecture au salon s'est faite avec l'œuvre de Chasles de façon doublement détournée. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un architecte, ni même de la représentation d'une œuvre réalisée. La présence au salon de l'architecture sera jusqu'à la Révolution française épisodique.
On la trouve en 1763, 1771, 1779, 1781, 1783, 1789. Elle est aussi mince, représentée la plupart du temps par un seul numéro correspondant à un ensemble de dessins, alors que le salon comprend alors plusieurs centaines de numéros, 319 par exemple pour le salon de 1781. Le salon expose pour la première fois cette année-là un projet d'architecture. Il s'agit des dessins pour le théâtre de l'Odéon de Charles de Vailly. Par la suite, pendant la période révolutionnaire, qui défendit l'ouverture démocratique à tous les artistes du salon, celui-ci donne une place de plus en plus importante à l'architecture, qui obtient même, en 1791, une section à part dans le livret. Le salon de 1795, qui comporte 740 numéros, comporte ainsi 65 numéros pour l'architecture. Le salon est alors principalement le lieu d'exposition de projets dans le contexte des grands concours révolutionnaires, qui fait du salon un nécessaire lieu d'émulation. Les salons de cette époque comportent aussi quelques études d'architecture antique, comme en 1793, la vue du Temple de la Paix à Rome de Charles Percier et Pierre Fontaine. Mais elles restent minoritaires. La place des projets reste prépondérante pendant les premières années du XIXe siècle, et ce jusqu'en 1830. Cependant, le salon fait aussi connaître à cette époque les publications archéologiques que conçoivent les principaux architectes archéologues de l'époque. En 1824, François Mazois présente une partie des gravures de son important ouvrage consacré aux ruines de Pompéi. En 1827, Jacques-Ignace Torf et Ludwig Zandt présentent je le cite, le livret du salon, un cadre renfermant des gravures de l'ouvrage sur l'architecture antique de la Sicile. Cet ouvrage que Delphine Burlot vous a montré ce matin et qui déclencha le virulent débat relatif à la polychromie antique. Le même Torf présentait en 1833 une vue imaginaire d'une basilique antique. À cette époque, le contenu de l'exposition d'architecture du salon évolue radicalement sous l'influence des ambitions politiques de la monarchie de Juillet, fondée sur le principe d'un rapport pacifié avec l'histoire, destiné à dépasser les troubles révolutionnaires et les défaites napoléoniennes. L'histoire devient alors prépondérante au salon, qui devient la vitrine de la science archéologique. Au point que l'archéologue Adolphe Berthy, appelé à devenir le grand historiographe de la ville de Paris, a pu remarquer dans son compte-rendu du salon 1855 paru dans la revue archéologique, je le cite, « Dans aucun des salons précédents, l'archéologie n'a fourni à la fois un si grand nombre de dessins, de plus curieux ni de mieux faits. » Quelques lignes plus bas, Berthy constate la disparition de l'Antiquité au salon. Je le cite à nouveau. Lorsqu'on parcourt la galerie d'architecture du palais de l'avenue Montaigne, si l'on se reporte par la pensée à quelques 20 ans en arrière, il est impossible de ne pas être étonné à l'aspect de cette radicale évolution dans les arts à laquelle ont assisté les hommes de notre génération, qui comptent aujourd'hui de 7 à 8 lustres. À l'époque, l'Antique régnait despotiquement et Quatremère de Quincy, son pontife, fulminait des anathèmes passionnés contre tous ceux qui paraissaient soupçonner que les monuments à ogives n'étaient pas absolument des monstruosités et que les sculptures de la cathédrale de Reims pouvaient offrir un charme presque aussi vif que les constructions cyclopéennes si chères à Petit Radel. Berthy a en fait déformé la réalité puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Petit Radel n'a quasiment pas exposé de fantaisie archéologique et que nous venons de le voir, l'Antiquité était loin d'être prépondérante. Du reste, parmi les architectures du passé, elle n'était pas plus représentée que la Renaissance, qui a toujours été en bonne place au salon, par exemple celui de 1806, avec les planches de l'ouvrage de Famin et Grandjean de Montigny, de l'architecture toscane, ou encore au salon de 1810, 1814 et 1817, qui présente les planches préparatoires de l'ouvrage d'Hippolyte Lebas et de François Debray consacré à Vignolles. Là où Berthy a parfaitement raison, c'est en ce qui concerne le succès croissant de l'archéologie et la faible place accordée à l'Antiquité, supplantée par l'intérêt persistant pour la Renaissance ou celui plus récent pour le Moyen Âge. Cette évolution est attestée dès les années 1830,
En témoigne le Salon 1841, avec 23 numéros, dont seulement 2 sont consacrés à des réalisations architecturales. Un décor de chapelle par César Daly et la rotonde du panorama d'Itorf. Parmi ces 23 numéros, seulement 3 se rapportent à l'Antiquité, l'étude de la porte de Mars à Reims par Hippolyte Durand et 2 numéros consacrés au temple d'Abou Simbel par Hector Aurault, sans doute proche des gravures de la publication qu'il fait la même année pour rendre compte de son voyage en Égypte et intitulé « Panorama d'Égypte et de Nubie ». Je souhaite faire un court aparté pour revenir sur ce chiffre de 23 numéros pour l'architecture, qui témoigne du fait que celle-ci est vraiment faiblement représentée au Salon, ce qui restera une constante pendant tout le siècle. Cette timide présence s'explique par le problème principal du Salon d'architecture, ne pas parvenir à toucher le grand public. J'en veux pour preuve que la seule matière à disposition de l'historien pour étudier la réception des salons d'architecture se trouve principalement dans les revues spécialisées, d'architecture principalement, quelquefois dans les revues d'art. Et en fait, les comptes rendus dans les journaux ou revues généralistes, par exemple comme l'Illustration, sont extrêmement rares, très sommaires et la plupart du temps absents. Les critiques de l'époque eux-mêmes étaient conscients de cette question. Ainsi en témoigne en 1833 la revue L'Artiste. Je cite : « Encore une fois, il faut le dire, on éprouve un sentiment pénible en promenant ses regards sur l'indigence du salon d'architecture. Quoi, cet art primitif, cet art sans lequel les autres manqueraient de but, n'est-il plus capable d'échauffer notre imagination ? Nous voulons croire qu'il existe d'autres causes de cette pénurie. En architecture, qu'est-ce pour l'artiste que ces dessins plus ou moins goûtés, mais toujours et malheureusement sans résultat, qu'ils exposent à l'œil dédaigneux du promeneur, déjà fatigué par tout ce qui dans l'art s'adresse à la fois à tous ses sens. Quel dégoût doit l'assiéger quand, blotti dans un coin, écoutant d'une oreille avide les rares observateurs, froid devant le plan le plus fortement combiné, il lui faut dévorer ces décourageantes paroles. « Qu'est-ce là ? Je ne comprends pas cela. » Fin de la citation. En 1891, le moniteur des architectes fait un constat semblable. Je cite à nouveau. « Le public peut voir l'œuvre et non une image... Non, le public veut voir l'œuvre et non une image théorique et conventionnelle à laquelle il ne comprend rien. Nos dessins me font toujours l'effet de cahiers de musique et ils sont aussi incompréhensibles au public que le serait l'exposition de partitions de musique. » Le dilemme semble insoluble, puisque quand les architectes cherchent à pallier les difficultés liées au caractère technique du dessin d'architecture, en adoptant des modes de représentation plus susceptibles d'attirer le public, cela leur est reproché. En témoigne la critique du Salon 1833, publiée dans l'Artiste, qui dit, à propos de la basilique antique d'Itorf, que je vous remontre, je cite, « Hélas, nos architectes ont bien compris cette indifférence du public qui veut des sensations avant tout. Ainsi, voyez, M. Itorf s'est contenté de lui offrir une vue de l'intérieur d'une église moderne, bien léchée par un pinceau savant et protégée d'un beau cadre pour faire valoir le tout. Trouvez-vous là progrès pour l'art ?» De même, la magnifique aquarelle de Duban déplut, cette année-là au Salon. Donc, elle est présentée également au Salon 1833. Ce débat va agiter le milieu architectural. César Daly va s'en faire l'écho, notamment lors de son compte-rendu du Salon 1841, où il constate que, le public étant moins ignorant des procédés de la peinture que de l'architecture, l'architecte est désireux, je cite, de se rendre le public plus favorable et, je cite toujours, devient peintre avant tout et dans le fini de ses aquarelles oublie un peu trop qu'il est architecte. Ce n'est en fait que dans les années 1870, avec l'exposition des nombreuses aquarelles réalisées par Félix Duban tout au cours de sa vie, organisée en 1872 à l'École des Beaux-Arts, que la dimension heuristique du rendu pictural et coloré, ainsi que son apport pour la compréhension plus intime de la civilisation antique, fut acceptée. Et justement,
Quid de la peinture? Cette enquête sur la présence de l'Antiquité au Salon d'architecture révèle en effet que l'Antiquité était peu présente. Mais il paraît cependant tout à fait improbable que l'immense fête populaire consacrée aux arts visuels que constituait le Salon, je vous rappelle que Gérard Monnier comparait cette manifestation au Festival de Cannes, n'ait pas contribué à nourrir la culture archéologique antique de la société du XIXe siècle. Serait-il possible que l'architecture ait été ailleurs que dans la section d'architecture? Ne serait-elle pas plutôt dans la section de peinture, beaucoup plus attrayante, beaucoup plus fréquentée que les salles d'architecture, et le lieu, peut-être, de la création de la culture générale de la société sur l'architecture antique? Je voudrais terminer mon intervention en donnant quelques éléments en faveur de cette hypothèse qu'il continuera de poursuivre à creuser. Tout d'abord, il convient de rappeler que le premier à exposer l'architecture, Chasles, était un peintre, et de souligner qu'au XVIIIe siècle, les œuvres de Clérisseau, par exemple, étaient exposées dans la section peinture, tout comme celles d'Hubert Robert ou de Turpin de Crissey. Un exemple d'un tableau de ruines probablement présenté au Salon 1773 de Clérisseau. Nul doute que le phénomène se poursuivit pendant la première moitié du XIXe siècle, marqué notamment par Ingres, dont on sait l'immense culture antique. Je vous présente ici l'apothéose d'Homère, exposée au Salon couplé avec l'exposition universelle de 1855, ou encore le vaste amphithéâtre de Léon Bénouville, présenté au même Salon, et le Colisée de son frère Achille. Bien sûr, il est impossible ici, au musée d'Orsay, de ne pas penser à l'immense tableau de Thomas Couture, présenté en majesté dans la nef, les Romains de la décadence. Celui-ci est salué par Théophile Gautier dans son compte-rendu du Salon 1847 comme un rêve romain. Mais Gautier ajoute aussi, je cite, « Il a étudié les statues, les bas-reliefs, les plâtres et revêtu de son exécution vivace et flamboyante des silhouettes souvent antiques, académiques parfois. » Il est possible que le mouvement s'essouffle après 1870. J'en veux pour preuve les critiques tout à fait moqueuses dont fait l'objet l'immense tableau de Tony Robert Fleury, intitulé « Le dernier jour de Corinthe » et présenté au Salon 1870. Il fut perçu comme un revenant de 1810, le moment d'apogée de la peinture d'histoire sous l'influence de David. C'est un critique célèbre de l'époque, René Ménard, qui employa cette expression et qui rédigea un commentaire conçu comme un non-dialogue avec un critique du Premier Empire. Pour conclure, je voudrais revenir sur ce qui me semble lier les peintres et les architectes, notamment Duban et Couture, dans leur façon de représenter l'architecture. Et je ferai pour cela une analogie, peut-être un peu périlleuse, mais pour moi éclairante, avec la pensée de Panofsky. De même que la perspective n'est pas, selon le grand représentant de l'iconologie, un simple problème mathématique, mais une philosophie de l'espace elle-même, la représentation de l'Antiquité me semble être, pour ces artistes, non pas une question de vérité archéologique, mais constitue une forme symbolique définissant une relation spécifique entre le sujet et le monde. Cette relation est sans doute un des meilleurs témoignages de l'apparition du nouveau régime d'historicité caractéristique du XIXe siècle, pour reprendre le concept établi par l'historien François Hartog, où l'articulation entre le présent, le passé et le futur, conformément à une conception moderne de l'histoire, est tournée vers l'avenir. Je vous remercie.